bonjour à toutes. J'espère que vous nous entendez dans le brouhaha, je sais que c'est pas évident. On va faire l'effort de parler fort, distinctement et pas trop vite. On est ensemble pour une petite heure pour parler de projets médias un peu particuliers et pour évoquer un des rares concepts qui pourrait mettre d'accord un anarchiste kropotkinien et un banquier de l'ESS, la coopération. Comment mieux coopérer entre médias indépendants? Une question qu'on peut tourner à la sauce pédagogie positive. Comment grandir et s'affirmer ensemble plutôt qu'en se tirant dans les pattes et en se crêpant le chignon? Ou qu'on peut encore dire, dans les termes de l'économie, comment construire des médias économiquement viables sans se jeter sur les parts de marché du voisin comme de vulgaires entreprises. Ces questions, nous allons les aborder avec un magnifique panel d'invités que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais éclaircir un point qui n'est pas forcément évident. Pourquoi est-ce qu'on devrait coopérer? Pourquoi on ne se contenterait pas d'agir comme des sales gosses ou comme de vulgaires entreprises? Et les bonnes raisons pour ça, en fait, c'est souvent vous, les lecteurs, lectrices, les auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices de la presse indé, qui nous les donnez. Moi, par exemple, dans mon média, à Basta, je reçois à peu près tous les 2 jours des messages de ce style. Je vais vous en lire un. Cher Basta, merci pour votre récent et très judicieux article sur les navrantes divisions de la gauche. Mais permettez-moi une question. Vous, là, la presse indépendante, est-ce qu'il ne serait pas un peu le temps de vous unir, vous aussi? Parce que bon, recevoir des appels à dons et à abonnement de 15 médias différents tous les 3 jours, qui me disent tous qu'ils vont crever si je leur donne pas 10 balles, ça commence un peu à me gonfler. Vous voudriez pas vous rassembler et faire un gros truc à de la gueule, genre on aurait 2 ou 3 Mediapart par exemple, au lieu de 1 Mediapart et de 50 trucs qui sont en train de crever. Voilà, puis ce serait un peu mieux pour lutter contre la presse Bolloré, vous trouvez pas? Bon, je dis ça, je dis rien, hein, c'est juste une suggestion. Bien cordialement, bisous, Michel. Alors, c'est pas con ce qu'il dit Michel, à part le truc sur les 3 Mediapart, là je suis pas sûr d'être d'accord, mais bon, voilà, pourquoi pas, il a le droit de penser ça. Mais c'est quand même pas con ce qu'il dit. Et je voudrais vérifier un peu avec vous d'ailleurs, parce que est-ce que Michel il est tout seul à penser ça ou pas? Alors je vais me permettre, c'est inhabituel, mais de commencer le débat par passer dans les rangs et vous poser la question à vous aussi. Bonjour monsieur. Vous appelez comment? Jean-Michel. Jean-Michel. C'est lui, je suis sûr c'est lui. C'est pas vous? Non? Alors Jean-Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec Michel? Oui, d'accord. Je trouve qu'il faudrait regrouper les médias indépendants pour avoir plus d'audience. Alors les regrouper et faire 3 Mediapart comme Michel? Je ne veux pas dire 3 Mediapart, un truc pluralisme et de gauche et qui balaye tous les aspects de ce que couvrent les différents médias. Mais alors pourquoi on devrait faire ça? Eh ben, pour être plus puissant et pour avoir davantage d'audience. Ok, merci Jean-Michel. Madame, peut-être? Bonjour. Vous appelez comment? Héloïse. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel ou avec Jean-Michel d'ailleurs? Je suis d'accord avec les deux. C'est vrai que je suis abonnée à plusieurs médias indépendants. C'est assez onéreux. Ils ont leur spécificité. Peut-être qu'il y en a certains qui pourraient se regrouper. Ouais. Donc, se regrouper pour payer moins cher, hein, c'est ça que vous dites pour l'instant. Ça c'est pour Daniel, je pense. Hein. Bonjour. Vous appelez comment? Marie. Vous êtes d'accord avec Michel, Jean-Michel et Héloïse? Ça pose un petit problème d'indépendance, du coup, justement, des médias. Si on est tous dans un seul Mediapart, par exemple? Ouais, c'est ça. Et Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait quand même qu'on coopère plus qu'aujourd'hui? Oui, je pense qu'il faudrait plus coopérer. Pourquoi? Parce que je suppose qu'on a du mal à lutter contre ceux qui possèdent les autres médias. Et tout ce qu'on voit, c'est assez flippant. Et je pense que oui, si on pouvait avoir plus de force du côté des médias indépendants, ce serait mieux. Après, à voir. Ok, merci. Ah, on a une main qui se lève. C'est Michel, ça, peut-être, non? Alors, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ou vous avez une autre idée, peut-être, là? Moi, je vais à peu près dans le même sens. Je pense qu'il y a une occasion ratée qui était de
que l'ensemble des médias indépendants s'unissent pour un projet commun pour avoir un canal de la TNT, parce que bientôt on va tous mourir. Est-ce qu'on va tous mourir? Bah, j'espère pas quand même. Ah, je prends une dernière et après je vais laisser parler mes invités parce qu'elles se demandent ce que je suis en train de faire. Alors, Élise, et il y a une initiative comme ça qui a été mise en place, ça s'appelle La Brèche, et c'est une coopération de médias pour mettre en commun certains fonds, notamment des avocats ou des choses comme ça, mais qui garantit l'indépendance à chacun des médias qui le rejoindraient. Ok. Merci. Bah, je vois qu'il y a déjà pas mal d'idées. Il y a encore une autre idée ou pas ou quelqu'un qui pense qu'on ne devrait pas du tout coopérer? Pourquoi pas, hein? Genre, chacun fait son truc dans son coin. Donc. Ah, ça m'intéresse. Ah, voilà, quelqu'un qui a un esprit de contradiction. C'est génial. Vous vous appelez comment? Valérian. Alors, Valérian, on ne devrait pas coopérer, alors. On est des sales gosses. En fait, moi, c'était pour dire, je pense qu'il y a déjà une coopération. Parce que je suis abonné à la BNF, Bibliothèque Nationale de France, qui me donne accès à énormément de médias. Donc à travers Europresse ou par exemple Arrêt sur Image directement sur le site. Et pareil pour Mediapart. Et c'est une offre qui est très peu connue. Et c'est 24 € par an pour cet abonnement qui donne accès à énormément de presse. Et donc c'est une offre de coopération qui existe déjà, qui est du service public et qui est une grande richesse et qui est méconnue. Donc je voulais juste dire que ça existait, que c'est très, très intéressant. Super, merci. Alors moi je bosse à Basta, on est en accès libre. On fonctionne par les dons, on n'a pas d'abonnement. Donc pour le coup, nous, ça va pas nous rapporter grand-chose. Mais merci de l'avoir noté. Bon, il n'y a qu'une personne qui pense qu'il ne faut pas coopérer. En fait, il pense qu'il faut quand même coopérer. Donc je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Jusque-là. Je prends mes notes quand même. Donc, je pense que, voilà, on n'est pas tous d'accord avec Michel ou avec Jean-Michel, mais on pense quand même qu'il faut tous coopérer. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que vous avez dit là? Moi, je vois une chose, c'est que coopérer, c'est pas une affaire morale. On coopère pas parce qu'on est des gens gentils et qu'on veut répandre l'amour sur Terre. On coopère parce que c'est une stratégie efficace. Et là, vous voyez, c'est le moment où on se rend compte tous qu'on est peut-être plus Kropotkinien que banquier de l'ESS, quoi. Voilà. Et maintenant qu'on a identifié que c'est une stratégie efficace, il y a plein de tactiques pour le faire. Il y a plein de projets et effectivement, en ce moment, ça bruise de projets. Peut-être trop, peut-être que pour coopérer, on multiplie les projets, ça pourrait être une question qu'on va se poser. En tout cas, il se passe plein de choses intéressantes et c'est ces projets-là qu'on veut vous présenter ce soir. Ce soir, on n'est pas encore le soir. Donc, avec nous, je vous présente un petit peu notre panel d'invités. Donc, on a Daniel Schneiderman, fondateur d'Arrêt sur Image, et qui, en ce moment, est l'initiative d'un projet qui s'appelle La Presse Libre, qui est un projet de portail d'abonnement. Il vous en dira un peu plus. Bonjour Daniel. À ses côtés, Agnès Rousseau, ancienne directrice de Politis, actuellement à la tête de l'entreprise de presse de la CGT, mais pas présidente, si j'ai bien compris. Et tu pilotes également un projet qui s'appelle la Maison des médias libres. Voilà. Et accessoirement, tu es mon ancienne patronne aussi, hein, c'est important de le mentionner. Oui, quand même. Ouais, tu m'as embauché, hein, quand même, faut le rappeler. À côté de toi, on a du coup Lucie Anison, qui est directrice opérationnelle de COP Média, qui est du coup une structure un peu nouvelle, plutôt venue du monde de l'ESS. Alors à savoir si c'est kropotkinien ou pas, mais tu pourras nous dire ce qu'il en est, et qui cherche à accompagner le développement des projets de médias. Et à tes côtés, il y a Tatiana. Bonjour Tatiana, tu es journaliste à Silence. T'es pas journaliste, ok. Tu travailles à Silence, et Silence est membre d'un projet qui s'appelle le syndicat de la presse pas pareil. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup d'acronymes, on va revenir là-dessus, voilà, qui défend les intérêts de certains médias indépendants, et elle nous expliquera comment. Et enfin, on a François Bonnet, bonjour François, cofondateur de Mediapart et président du... Allez, un petit tour d'applaudissements pour François, t'as des fans, il a des fans. Et tu es président du Fonds pour la presse libre, donc qui existe depuis quelques années maintenant, qui est une structure qui, en plus de sécuriser le capital de Mediapart, fait de l'accompagnement aussi
via des bourses à des projets de médias. On reviendra un petit peu là-dessus. Alors, du coup, François, commençons par toi. C'est quoi l'enjeu auquel vous vous attaquez, vous, avec le FPL? C'est quoi votre tactique pour favoriser la coopération? Le FPL, il est là pour... c'est ce qu'on avait expérimenté à Mediapart, c'est que dès le lancement de Mediapart, notre point de vue, c'est de dire on ne peut pas être seul, donc il faut que se crée... et on n'était pas seul, du reste, ça serait très prétentieux de le dire, mais il faut qu'on travaille avec d'autres médias indépendants pour essayer d'avoir un effet de masse. Alors ensuite, l'équipe de Mediapart a créé ce fonds pour une presse libre. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye autant que possible, par des aides financières, et en 5 ans, on a distribué 1 million d'euros d'aides financières à différents médias, 48 en tout, si je ne me trompe pas, à partir d'appels à projets. Et on distribue ces aides financières avec un objectif, c'est d'aider le média à construire un modèle économique qui puisse être pérenne, durable et qui permette aux médias, par l'aide qu'on lui accorde, de monter une marche. Ce n'est pas des ambitions démesurées. De toute façon, les aides ne sont pas très élevées. Ça va de 15 000 à 60 000 euros. Donc c'est pas des aides énormes, si on veut bien penser aux 17 millions d'euros d'aides publiques reçues par les médias de Bernard Arnault par l'État en 2023, pardon. Donc vous voyez qu'évidemment on ne joue pas dans la même catégorie. Mais c'est des aides qui, même relativement faibles, permettent à ces médias de passer une étape. C'est des étapes qui peuvent être très simples, c'est faire une newsletter correcte, c'est refaire ce qu'on appelle des pages d'abonnement, un tunnel d'abonnement. C'est financer des enquêtes assez exceptionnelles qui vont permettre à ce média de se faire connaître. Donc voilà, nous, notre logique, c'est ça. C'est aider la presse indépendante à se professionnaliser, à se construire comme entreprise, avec ce que sont les contraintes d'une entreprise, à tenter de parvenir à l'équilibre économique, et tout ça dans l'optique de produire un journalisme de qualité. Parce que sans argent, et en additionnant les bouts de ficelle et les pots de saucisson, on n'arrive pas à faire du bon journalisme. Donc l'enjeu, c'est vraiment celui-là. Merci François. Peut-être on peut passer la parole à Lucie pour rester dans la thématique des gros sous. Tu peux nous expliquer du coup un petit peu, c'est quoi l'enjeu auquel vous attaquez avec Cop Media, et du coup, question qu'on doit vous poser souvent, c'est quoi la différence avec le FPL? Tout à fait. Merci beaucoup pour le passage de parole. Donc nous, on est Cop Media, on est une coopérative qui s'est montée il y a 1 an, et d'ailleurs notre première prise de parole publique, c'était ici, il y a tout pile 1 an. Donc voilà, c'est un peu émouvant de revenir ici. À quoi on s'attaque? Je pense que sur ce qu'on veut réussir à faire, je rejoindrai assez ce que François vient de dire à propos du FPL. Nous, on est arrivé, donc tu l'as dit au début, plutôt venant du côté de l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on constatait, c'est que dans ce milieu de l'économie sociale et solidaire, il y avait des tas de fondations, de fonds de dotation, qui récoltaient des tas de formes d'argent différentes. Et on s'est dit, du côté des médias, autant il y a beaucoup de possibilités de récolter des dons. Il y a beaucoup de médias qui récoltent des dons. Il y a le FPL qui récolte des dons. Mais il n'y avait quasiment aucune initiative qui s'attaquait à l'épargne, c'est-à-dire qui proposait une solution pour placer son argent et permettre de financer des médias indépendants. C'est-à-dire que nous, on a décidé donc de lever des fonds pour non pas donner des subventions ou faire des dons à des médias indépendants, mais leur permettre vraiment une solution d'investissement. C'est-à-dire on essaye de répondre à un besoin qui aujourd'hui est peu ou pas répondu, c'est-à-dire le besoin en financement. Les médias, quand ils vont voir des banques, vous en parlerez mieux que moi là-dessus, mais les banques, elles sont assez frileuses à prêter de l'argent aux médias indépendants. Et du coup, nous, on s'est dit, il faut qu'on réponde à ce besoin-là pour des médias qui peuvent emprunter un petit peu de l'argent et qui ont des gros besoins financiers. Et donc, on s'est dit, on va répondre à ça et proposer des financements, alors plutôt un petit peu plus élevés, de l'ordre de 40 à 100 000 euros,
et j'espère bientôt même plus, aller jusqu'à 150 ou 200 000 euros pour des gros projets d'investissement de médias qui ne trouvent pas de réponse auprès des acteurs traditionnels bancaires classiques. Et donc on lève de l'argent auprès de citoyens comme vous et moi ou auprès d'institutions, de structures, d'entreprises, et on les réinvestit dans des médias indépendants, pour faire assez simple. Merci, ouais, c'était assez simple. Tatiana, peut-être, tu veux prendre la parole pour le syndicat de la presse pas pareil. Alors, vous n'êtes pas dans les gros sous. C'est quoi, c'est un syndicat du crime là. Qu'est-ce que vous faites? On va pas être dans les gros sous parce que donc on n'a pas, on va pas avoir de levée de fonds, de choses, de moyens financiers de base. Donc c'est un syndicat de presse qui est donc composé de plusieurs médias indépendants. Donc on a aujourd'hui une quarantaine de médias indépendants dans le syndicat. C'est des médias indépendants qui peuvent être très petits. Vous connaissez sûrement quelques médias indépendants qui sont là aujourd'hui aussi, etc. Mais il y en a vraiment beaucoup des médias indépendants. On est énormément. Il y en a de proximité, donc qui vont être des petits médias indépendants qui vont être sur une ville, sur un département. Enfin, il y en a voilà, sur des petites zones, etc. Nous, le but, c'est de se rassembler et de serrer les coudes de plusieurs moyens possibles. Déjà, le fait de se rassembler, de partager nos façons de faire, nos méthodes, etc., c'est une richesse qu'on s'apporte. On fait des assises de la presse pas pareil chaque année pour échanger là-dessus. Et aussi, donc, le but, c'est de mutualiser, de faire des choses en commun. On a reçu donc le fonds pour la presse libre il y a 2 ans maintenant. Oui, c'est ça. Et donc avec ça, on a fait un site du syndicat de la presse pas pareil avec un système d'abonnement groupé, donc avec la possibilité avec un tarif réduit de s'abonner à plusieurs médias indépendants pour découvrir plusieurs choses. Dans le syndicat de la presse pas pareil, il y a aussi le fait qu'on regroupe à la fois des médias qui sont sur le numérique, des médias papier, de la radio, il y a même on parlait tout à l'heure de la télé, il y a une télé qui s'appelle TV Bocal qui s'intéresse aussi au syndicat de la presse pas pareil. Il y a beaucoup de médias différents sur des choses différentes et qui ont des problématiques différentes. Donc nous, notre but, ça va être de s'entraider, d'aider les médias communs quand ils coulent, de communiquer ensemble, de faire des choses ensemble et de porter aussi des revendications. Donc maintenant qu'on a un site commun et des bases communes, on est aussi un syndicat et notre but, ça va être de porter aussi des revendications à niveau national. Voilà. Merci. Agnès ? Alors, tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que ce projet de Maison des médias libres ? Ça répond aux mêmes enjeux que les autres, c'est-à-dire de renforcer l'écosystème des médias indépendants et de penser qu'à plusieurs, on peut multiplier l'impact qu'on a. Et c'était aussi le constat que si on regroupait dans un lieu géographique des médias indépendants, ils se verraient plus, ils se croiseraient en permanence toute la journée. Et du coup, ça pourrait renforcer les collaborations, la mutualisation. Et puis, c'est aussi leur permettre leur donner accès à des infrastructures, des studios vidéo, des salles de débat, etc. Et donc, en 2018, il y a 70 médias indépendants qui se sont réunis pour avoir une candidature commune à un appel à projet de la ville de Paris. On a été finaliste, mais ça a échoué. La ville de Paris a préféré financer un autre projet. Et le projet a continué. Et là, on a un nouveau lieu qui ça se concrétise vraiment, puisque ça devrait ouvrir en 2027. C'est un lieu qui est dans le nord de Paris, dans un quartier populaire à Barbès. Et c'est 5000 mètres carrés.
Ça représente 300 postes de travail et donc il y a une 60aine de médias aujourd'hui qui participent à la dynamique pour créer cet espace, ce lieu emblématique pour la liberté de la presse à Paris. Donc ce sera un lieu de travail pour des médias, ce sera un lieu de rencontre avec les lecteurs, les auditeurs, les citoyens. Ce sera un lieu de transmission aussi. Il y aura de la formation, de l'éducation aux médias, il y aura de la formation peut-être professionnelle, tout un tas d'activités qu'on pourra envisager. Et ce sera un espace de restauration, puisqu'il y aura aussi un restaurant, un espace de débat, il y aura une salle de 200 places. Ce sera un endroit où on pourra tourner des émissions télévision. Enfin voilà, c'est un espace qui permettra beaucoup de choses avec cette 60aine de médias, soit qui seront résidents sur place, soit qui seront partenaires. Et l'objectif de celui-là, c'est d'être un amplificateur pour permettre justement de donner davantage d'audience aux médias indépendants. C'est un lieu aussi de mutualisation, de coopération. On espère que de cet espace-là vont se créer des nouveaux projets. Ça peut être aussi un incubateur pour des projets collectifs comme ceux qu'on a portés ici. Donc on espère que tout ça, la mayonnaise va prendre et que ça va phosphorer au sein de cet espace-là, qui sera un lieu aussi pour réinventer la manière de produire et de diffuser l'information, puisque on aura la possibilité de faire des expérimentations, que 2 médias se lancent sur un projet éditorial ensemble, qu'un nouveau média naisse des croisements que ça va opérer. Et donc là, tous les feux sont au vert, puisque l'acte de vente a été signé, puisque les travaux vont commencer cet automne. Donc il y a une structure propriétaire qui s'est mise en place, qui rachète un lieu à la ville de Paris, dans laquelle les médias vont être impliqués, et une structure qui va faire vivre et animer ce lieu dès qu'il sera ouvert. Et donc on est quelques dizaines à préparer ça avec impatience pour faire de ce lieu un vrai lieu phare emblématique pour la liberté de la presse à Paris. Merci Agnès. Donc on finit par toi, Daniel. Alors vous misez sur l'abonnement commun, un peu, avec le projet Presse Libre. J'ai entendu parler de Spotify des médias indépendants. Alors, est-ce que ça veut dire que vous allez garder tout l'argent pour vous, très mal payer les médias et nous assaillir de pub Carrefour, ou c'est pas ça? Écoute, tu as tout compris au projet, donc je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Non, pour revenir 2 secondes sur la genèse de la presse libre, c'est que ça fait moins de 15 ans que je rencontre des Jean-Michel. Des Jean-Michel, des Michel et les autres, si tu veux. Ça fait 15 ans depuis qu'on a fondé Arrêt sur Image, qu'on a été un des premiers médias indépendants en ligne et sur abonnement, que je croise des Jean-Michel qui me disent « Bon, alors les médias en ligne, vous êtes formidables, c'est bien le travail que vous faites, vous êtes nécessaires, plus nécessaires que jamais, mais il y en a plein, c'est compliqué, on ne peut pas s'abonner à tout, ça va faire plein d'identifiants, on va perdre nos identifiants, ça va être cher. » Et ça fait 15 ans que je me dis « Il faut qu'on trouve une réponse à ça. » Et la réponse à ça, elle est évidente, et ce qui est presque étonnant, c'est qu'on ne l'ait pas fait avant. La réponse à ça, c'est qu'on mutualise les abonnements au maximum possible de médias indépendants qui fonctionnent sur abonnement, à la fois pour que ça coûte moins cher et pour que ce soit plus simple techniquement et que l'abonné, le lecteur, la lectrice ait un identifiant, un compte, et puis avec ce compte avoir accès à 5, 10, 15 médias indépendants. Donc la presse libre, on l'a mise en chantier, ça fait quand même un certain temps qu'on y pense. On y pense, je vais vous dire exactement, on y pense depuis le jour où Bolloré a racheté le JDD après une grève infructueuse et vaine des journalistes du JDD. Ce jour-là, on a été quand même plusieurs à se dire il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. C'est pas possible qu'on reste là passif à faire des papiers pour dire que Bolloré il est méchant, pour dire que Bolloré il est un danger. Il faut qu'on réagisse. Donc on a commencé à y penser. Les travaux ont vraiment commencé en janvier dernier. Ça fait à peine 9 mois. Et effectivement, la presse libre va être en ligne dans à peine plus d'un mois, c'est-à-dire à la mi-octobre. Alors la presse libre, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un abonnement unique qui est fixé à 19,90 € par mois, avec lequel l'abonné aura un accès illimité à, pour l'instant, une dizaine de médias indépendants. Alors je vais les citer. Arrêt sur Image, Reflet, Politis, Médiacité, Next, Rue 89 Bordeaux, Rue 89 Lyon
et rue 89 Strasbourg. Avec 19,90 € par mois, accès illimité à tout cela aujourd'hui, et on espère que très vite d'autres nous rejoindront pour élargir l'offre, et on espère évidemment avec ça rendre la production de la presse indépendante plus accessible à tout le monde, parce qu'on pense vraiment qu'on est dans une période où on a vraiment plus besoin que jamais d'informations indépendante des milliardaires. On espère que notre voix va porter plus loin, qu'elle va être plus forte, qu'on va exister davantage sur la scène politico-médiatique nationale. Voilà. Alors, juste pour rester un tout petit peu sur les aspects économiques, 19,90 € avec le plein tarif. Mais ce qui est prévu pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui sont déjà abonnés à l'un des médias que je viens de citer, c'est un tarif ultra préférentiel qu'on peut souscrire d'ailleurs à partir d'aujourd'hui sur le stand de la presse libre, qui est là, le deuxième à gauche, de 9,90 € supplémentaires. Et en plus de votre abonnement actuel à Arrêt sur Image, Politis, Reflet, etc., vous avez la possibilité de souscrire à la presse libre. Merci Daniel. Voilà, bravo. Alors, moi je dis un mot sur un projet qu'on a à Basta, mais vraiment un mot parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais vous allez voir qu'il y a un problème, hein, parce qu'on coopère, mais on coopère en multipliant les structures. C'est comme ça les médias. Ça doit être dans notre ADN. On schisme, on crée des trucs dans tous les sens. Et du coup, à Basta, je vous inviterai de passer sur le stand pour que je vous dise un peu plus. Mais nous, on veut créer un portail de visibilité, plutôt un Google Actu des médias indépendants, plutôt qu'un Spotify. C'est-à-dire une plateforme où on trouve tous les jours une sélection d'articles, mais qui soit issus que de la presse indépendante. Et contrairement à Google, c'est pas sélectionné par un algorithme, c'est sélectionné par un journaliste qui a le matin fait son marché dans tout ce qui s'est produit dans la presse indépendante, en France mais aussi à l'étranger, et qui fait une petite sélection d'articles voilà, qu'on peut ensuite aller voir, on peut découvrir des nouveaux médias, voilà. Puis on peut se créer un compte, enfin voilà. Je passe vite, c'est très intéressant, on pourra en reparler plus tard. Mais du coup, effectivement, il y a une question, parce que est-ce qu'en essayant de coopérer et en créant des structures pour coopérer, on ne va pas se tirer à nouveau dans le débat dans le pied, parce qu'on a par exemple là, 2 projets qui proposent de l'abonnement commun, on a des projets qui se présentent comme des portails, on a des projets qui font de l'accompagnement financier. Voilà, donc j'ai un peu envie de vous lancer là-dessus. Est-ce que on ne devrait pas nous aussi s'unir tous ensemble? Enfin voilà. Ou alors est-ce que c'est valable en fait d'avoir des tactiques différentes et des projets qui s'entraident et qui se renforcent mutuellement? Si je peux juste répondre en un mot, Nicolas, on a déjà commencé à s'unir. Oui. Parce qu'effectivement, on a 2 projets dont on peut penser a priori qui se ressemblent, et certains d'entre vous peuvent se dire, mais pourquoi ils ne font pas un projet commun, quoi? Parce que ce n'est pas la même idée. Nous, comme j'ai dit, la presse libre, on se limite à une dizaine de sites dont le modèle économique est l'abonnement. Le portail de Basta est beaucoup plus large et va donner une sélection chaque matin beaucoup plus large de bien davantage de sites qui sont des sites sur abonnement ou des sites pas sur abonnement. Mais comme depuis le début, depuis la genèse des 2 projets, on a décidé qu'on ne se tirerait pas une balle dans le pied. Et sur la presse libre, vous trouverez une sélection quotidienne du portail de Basta, à laquelle vous pourrez accéder par la presse libre. Et sur le portail de Basta, les contenus des médias de la presse libre seront signalés d'une manière particulière qui vous permettra d'aller les lire sur la presse libre. Voilà, on est ensemble, mais on n'est pas totalement idiots. Et voilà. Oui. Alors, je disais pas ça pour qu'on se lance des fleurs, mais c'est vrai qu'on discute. On discute. On aurait pu faire les sales gosses et se dire ah non, c'est quoi ce truc-là? On va se dépêcher de le faire avant eux et de le faire mieux. Et on fait pas ça heureusement. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, les autres? Tatiana, tu voulais dire un truc? Oui, je pense que ça me paraît très logique qu'il y ait aussi une multiplicité de façons de mettre en commun et de façons de faire en commun. Parce qu'en fait, les médias indépendants, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il y a plein de choses différentes. Là, par exemple, les médias libres, la presse libre, c'est, ça va être surtout sur, il y a une dizaine de médias qui sont dessus, et ça va être des médias numériques qui fonctionnent sur abonnement.
ça ne peut pas répondre à tous les besoins, ça ne peut pas répondre à des besoins de radio, à des besoins de médias papier. Il y a plein de choses différentes et cette multiplicité dans les médias indépendants qu'on a déjà souligné, on est beaucoup, et qu'on a déjà souligné, c'est aussi une richesse énorme. Tout à l'heure, on parlait de faire plein de Mediapart, de regrouper, mais en fait c'est une grande richesse d'avoir plein de médias indépendants, d'avoir plein de façons, et c'est justement là où on voit l'indépendance, d'avoir plein de façons d'aborder des sujets, d'avoir des gens qui dans une université vont monter un média indépendant très localement sur ce qui se passe à cet endroit-là pour pouvoir en parler, parce qu'en fait on n'a pas la parole tant que ça. On se la donne la parole, on donne la parole à des gens qui l'ont moins. Donc c'est hyper important qu'on garde cette grande diversité, que ce soit les radios, le net, etc. Donc ça me paraît très logique que même dans les façons de faire en commun, on aille sur une grande diversité aussi, qu'il y ait plein de choses qui se lancent, parce qu'on a plein de choses différentes auxquelles répondre. Donc oui, il y a de l'importance, il y a une grande importance à faire en commun et à mettre en commun des moyens, parce qu'il y a de la grande précarité dans ce milieu et il y a des grands manques de moyens financiers. Mais après, tout ce qu'on a évoqué ne répond pas aux problèmes de tous les médias indépendants non plus. Ça, voilà. Lucie, ouais. Moi, ça me fait penser... Bon, je pense que déjà, il y a un enjeu de savoir-faire. C'est-à-dire que souvent, on te dit, notamment au début, pour faire vivre une structure, fais ce que tu sais faire, t'éparpille pas. Enfin, je veux dire, là, on a tous des métiers ultra différents. Je pense que monter une coopérative qui fait des levées de fonds, c'est un métier complètement différent que de créer une plateforme d'abonnement. Donc, entre guillemets, on pourrait tout faire au même endroit, mais jamais en même temps. Enfin, ça prendrait des plombes. Donc, quelque part, c'est sain aussi de se dire que ces choses-là se montent pas toutes au même endroit, gérées par les mêmes personnes, etc. À mon avis, c'est plutôt une bonne chose. Par ailleurs, on est encore très peu nombreux, je pense, dans le milieu des médias indépendants, à créer des structures de coopération. Quand on voit des tas d'autres milieux, je sais pas, le milieu associatif, le milieu des luttes environnementales, le milieu de l'alimentation. Il existe What 1000 fondations, What 1000 fonds de dotation, What 1000 fédérations d'associations, etc. Dans les médias indépendants, pour l'instant, il y a encore pas grand monde, quoi. Je pense que on n'est pas au stade de l'archipélisation où plus rien ne sert à rien, quoi. Donc, je pense que voilà, on se marche pas dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de place à prendre. Enfin, aujourd'hui, je parle surtout sur les enjeux là financiers, mais aujourd'hui, parmi les lecteurs de médias, indépendants ou pas indépendants, je pense qu'il y a énormément d'argent à aller chercher qu'on ne va pas encore chercher. Enfin, quand on voit aujourd'hui l'état de l'épargne des Français, quand on voit la masse financière qu'il y a chez les grosses structures de l'économie sociale et solidaire, qu'il y a chez les personnes engagées à gauche, donc de l'argent à aller en chercher, il y en a plein. Et le plus nombreux on sera à aller le chercher sous toutes les formes possibles et avec toutes les argumentations possibles, je pense que c'est tout bénef pour tout le monde, quoi. Donc, je pense qu'au stade où on en est, c'est pas très grave tant qu'on se marche pas dessus et qu'on est à peu près clair et qu'on sait se renvoyer la balle. Ah ben non, mais en fait, si vous voulez faire ça, vous allez voir un tel. Si vous voulez faire ça, vous allez voir un tel. Et qu'on est à peu près clair sur nos projets, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment de la place pour tout le monde et c'est pas encore une cacophonie. Non, je pense juste... je pense qu'on pourrait sortir de cette réunion avec une pétition qui serait que, par exemple, 1% du produit de la taxe Zuckman que ne va pas manquer de faire voter le nouveau gouvernement soit affecté au financement de la presse indépendante. Agnès, oui, tu as une réaction? Pour répondre à la question, je pense qu'on est tous vraiment conscients que... Je t'ai coupé la parole, François. Non, vas-y. Si, vas-y. On est tous super conscients qu'en fait, on n'a pas assez d'énergie pour se battre entre nous et que je pense que depuis 10 ans, il y a eu beaucoup de médias indépendants qui se sont créés et je pense que ces initiatives de coopération, depuis 10 ans, elles ont explosé et on se croise tous les uns les autres dans ces différents projets. Il y en a qui financent, qui aident, voilà. Et donc du coup, on est vraiment dans un système de coopération où tout est lié et où c'est un vrai tissu qui est en train de se créer, un vrai écosystème puissant
puissant et qui est intéressant pour ça. Et je pense qu'on a tous pris conscience face aux enjeux et aux urgences écologiques, sociales et aussi démocratiques, évidemment, avec la montée de l'extrême droite, que un seul média ne pouvait rien tout seul, qu'on était tous quand même dans une fragilité et que finalement, quand on additionne déjà tous les médias qui sont là, mais tous les médias qui font partie de nos différentes initiatives, c'est des millions de lecteurs, c'est des millions d'auditeurs, c'est des millions de spectateurs. Et ça, cette prise de conscience-là, on s'en est rendu compte à des moments où il fallait qu'on se mobilise. On s'est rendu compte de la puissance collective qu'on avait quand on se mettait tous ensemble à monter des projets. Et ça, c'est vraiment hyper fort et hyper important, cette prise de conscience-là, de se dire que chacun bout à bout, avec la pluralité des médias qu'on représente et avec la pluralité des initiatives collectives qu'on essaye de monter, on a vraiment quelque chose qui se solidifie et qui a un impact beaucoup plus important. Et je crois que l'étape, là on parle beaucoup d'argent, c'est des projets qui visent à aider les médias au niveau financier, au niveau de leurs locaux, au niveau de leur abonnement, etc. Je pense que l'étape d'après, ça va être aussi la question de la diffusion, comment on passe le cap d'une diffusion collective et commune qui va nous donner un impact supérieur, parce que les milliardaires de l'information, c'est ce qu'ils ont compris, c'est non seulement ils concentrent les médias entre eux et donc ils créent des groupes de presse, mais ils ont aussi commencé l'intégration verticale, c'est-à-dire que les sociétés de production de contenu, elles sont aussi entre leurs mains, les sociétés de diffusion, elles sont aussi entre leurs mains, les box par lesquelles vous recevez la télévision chez vous, elles sont entre les mêmes mains de cette dizaine de milliardaires qui concentrent la presse. Et donc c'est peut-être ça l'étape d'après aussi nous, c'est pas seulement travailler entre médias, mais c'est comment on construit un écosystème qui pense en amont et en aval la diffusion d'informations. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Agnès et je vais insister sur un point, c'est que je pense qu'il faut quand même être très optimiste. Il y a des signes, si on regarde depuis 15 ans ce qui s'est produit, c'est quand même la naissance d'une galaxie, d'une immense diversité de médias, et ça c'est une énorme richesse. Donc le regroupement n'est pas possible pour plein de raisons, et aussi des raisons d'ego, des raisons de désaccord professionnel, il faut aussi le dire, et c'est normal. Voilà, on n'a pas tous les mêmes manières de faire du journalisme et les mêmes envies et les mêmes priorités éditoriales. Donc ça ne sert à rien de vouloir regrouper à tout prix. La presse indépendante, depuis 15 ans, a vu s'installer des titres qui, je pense, font aujourd'hui une partie de l'agenda informatif. Il y a Mediapart, qui est quand même devenu le 3e quotidien d'information générale au niveau national, derrière Le Figaro et Le Monde. Mais il y a plein de titres qui sont devenus très puissants. Je pense à Reporter, ou très installés. Je pense à Arrêt sur Image, à Basta, à Politis. C'est des titres de qualité, et j'en oublie plein, pardon pour ceux que j'oublie. Il y a Vert qui s'est lancé il y a quelques années, qui aussi apporte une valeur et une originalité très grande dans le traitement des questions climatiques. Donc il y a quand même un énorme progrès qui a été fait. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? Nous sommes coincés, médias indépendants, entre les oligarques français, nos chers milliardaires, qui ont le contrôle de 95% des médias mainstream et des grands médias de masse. Nous sommes coincés entre cette petite dizaine de personnes et des plateformes numériques dont on sait aujourd'hui la puissance et aussi les orientations, et également les orientations idéologiques, et qui menacent simplement de nous faire disparaître, et les uns et les autres. Donc il faut qu'on regroupe des moyens de financement et des moyens de diffusion. C'est pour ça, par exemple, que le Fonds pour une presse libre a financé, a aidé, a participé au financement des 3 portails qui vous ont été présentés, le portail du syndicat de la presse pas pareil, le portail de la presse indépendante de Basta et le portail La Presse Libre. Parce qu'il y a un immense enjeu de diffusion, sinon nous serons engloutis par Google, par Facebook et par les autres, par les plateformes de distribution et également les réseaux sociaux, quand on voit ce qui est devenu X, par exemple. Donc il y a ces 2 enjeux aujourd'hui, celui du financement et celui de la distribution, c'est-à-dire en fait de l'accès, de votre accès, d'un accès le plus facile et le plus immédiat possible
aux médias qui vous intéressent. La question n'est pas vraiment celle de la diversité, elle est celle de pouvoir y accéder. Et enfin, dernier truc, après je m'arrête, quelqu'un parlait en tout début de débat de regroupez-vous et faites une chaîne TNT, mais si vous voulez, très franchement, je pense que la question de la chaîne TNT, le média a essayé et est allé voir beaucoup de médias indépendants pour construire une candidature. La question de la chaîne TNT, le sous-texte, c'est la question de CNews. Je pense que CNews est une chaîne qui devrait être interdite. C'est un choix politique, c'est une chaîne qui quotidiennement viole méthodiquement sa licence de diffusion. C'est un problème de l'Arcom et c'est un problème politique. Donc d'une certaine manière, c'est difficilement notre problème, CNews, même si on voit l'espèce de rouleau compresseur que CNews a permis de construire pour les médias d'extrême droite. Mais encore une fois, c'est le problème de l'Arcom, CNews. Ils ont interdit C8, ils auraient dû interdire CNews. Bon, donc voilà, nous, il faut qu'on fasse avec nos moyens et en prenant conscience que nous sommes menacés d'invisibilisation et par nos oligarques milliardaires et par les grandes plateformes web. Merci François. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu en fait par le public. Je crois que vous avez entendu parler de Bolloré, de ce terrain aujourd'hui. Vous voyez cet empire médiatique au service de certaines idées délétères qui s'est construit. C'est quelque chose qui commence à être assez connu. La mainmise des plateformes, c'est un peu plus flou. Je suis pas sûr que tout le monde comprenne aujourd'hui à quel point on est en danger et à quel point c'est déjà en train de se passer. Parce que nous, on a les yeux dessus, mais pour vous, c'est plus invisible. Pour vous prendre un exemple, sur Basta, le média dans lequel je travaille, on a une page Facebook, on a 250 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Bon, aujourd'hui, quand on fait un post, on est content s'il y en a 2000 qui voient ce qu'on fait. Et le trafic qui arrive sur le site de Basta, qui vient de Facebook, il a divisé par 13. Il a été divisé par 13 en 5 ans, grosso modo, depuis 2019. Ils ont changé d'algorithme, ils se sont dit les médias, on n'a plus besoin d'eux, ça ne nous intéresse pas, parce qu'ils font un truc qui nous fait chier, ils mettent des liens, puis ils sortent de Facebook, les gens. Alors ça ne nous intéresse pas, on veut pas qu'ils sortent, nous. Donc dès qu'il y a des liens sortants, ils ont commencé à fermer. Instagram, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a même pas de liens sortants. Sur Instagram, on tourne comme un poisson dans un bocal, on ne peut pas sortir. TikTok, c'est pareil. X, pendant un moment, enfin autant de Twitter, ça a pu être un espace de débat, c'est devenu la foire d'empoigne et c'est contrôlé par un algorithme qui pousse des posts délétères. Voilà. Les gens ne savent pas forcément à quel point les plateformes se sont servies des médias, ont construit leur audience, leur compte, leur public sur la base de contenu de qualité et un jour ils ont dit qu'ils n'en avaient plus trop besoin. Et c'est même pire que ça, parce qu'ils ont été rattrapés par la législation. C'est-à-dire qu'il y a l'Europe qui a dit aujourd'hui attendez, mais vous faites des milliards de revenus publicitaires en profilant les gens, en récoltant des données sur les gens, sur la base de ce qu'ils lisent, de ce qu'ils choisissent de lire, de ce qu'ils cliquent. Donc en fait, vous vous servez du contenu d'éditeurs de presse notamment, et vous engrangez des contenus publicitaires. Et aujourd'hui, les entreprises, elles font plus de la pub sur les médias, ça sert à rien, plus dans les articles ou dans les journaux, elles font de la presse, elles font de la pub sur Google ou sur les réseaux. Donc il y a une législation qui a été passée, qui s'appelle la législation sur les droits voisins, qui oblige, alors ça fait des années que ça se négocie, les plateformes à redistribuer une partie des revenus qu'ils ont gagnés en publicité aux médias. Mais ça a été gagné d'arrache-pied, on obtient des miettes petit à petit, et ça alimente un truc entre contrepartie. Et bah dans ce cas-là, les médias, on va de moins en moins les mettre en avant, parce que si ça nous coûte cher en plus maintenant, si plus il y a de clics sur un article de Mediapart, plus je vais devoir leur donner de mes revenus publicitaires, ça ne m'intéresse pas. Ça, dernier truc, l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment, on en pense qu'on veut, tout le monde entend parler. Pour la presse, ça va être potentiellement un gros crash aussi ce qui est en train de se passer, parce que des gens passent de je m'informe sur les moteurs de recherche à je m'informe sur ChatGPT, Perplexity et compagnie, et là le moteur de l'IA, il te donne plus des liens en te disant va lire ça, il y a ta réponse là-dedans, il te fournit la réponse, et il te dit pas où il allait la chercher. Enfin, sauf les grosses boîtes comme Le Monde qui ont signé des accords pour dire bah si tu me cites, je veux bien un lien vers moi, merci Le Monde, mais tous les autres, vous pouvez aller crever. Donc on est face à un tournant technologique qui va vraiment nous mettre en danger, mais de manière presque invisible. Petit à petit, on va disparaître sans que personne s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'effectivement, la question de la diffusion
de où on est connu, où on nous découvre, ça va devenir crucial. Et il va falloir qu'on soit inventif. Voilà, poster nos trucs sur Instagram, ça suffit plus aujourd'hui pour être connu. Voilà. Je sais pas si peut-être on prend quelques questions ou si vous avez encore... Non, bon, je peux juste non, mais quand même. ajouter un... On a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé de la nécessité professionnelle de s'unir. Il y a une autre raison aussi, il y a une autre motivation qui nous a guidés dans la constitution de la presse libre. C'est le contexte politique à gauche en ce moment. Et c'est vrai que ce qu'on est en train de réussir à faire à la presse libre, c'est-à-dire unir des médias qui pensent différemment, qui travaillent différemment, qui ont tous leurs différences, même s'ils ont un certain nombre de valeurs communes, on ne serait pas mécontent que ça puisse servir d'exemple aux forces politiques de gauche pour éventuellement, un jour, arriver à faire le même chemin que nous avons réussi à faire les uns avec les autres, malgré nos différences, pour construire cette plateforme commune. Voilà. Moi, ce que tu disais, ça m'inspire juste qu'il faut qu'on ait la maîtrise des canaux de diffusion. Et aujourd'hui, quand on développe une presse sur Internet, on ne maîtrise pas Internet. Et quelque part, c'est très important. Au moment du développement de la presse papier, le contrôle des imprimeries était un enjeu crucial pour garder le pouvoir, pour pouvoir éditer des journaux. Aujourd'hui, on est sur des canaux de diffusion qu'on ne maîtrise pas. Et je pense à la question de la TNT. La TNT, c'est des canaux de diffusion qui appartiennent à l'État. Donc c'est un bien commun, c'est un bien public. Ils nous appartiennent à nous tous, citoyens. Et donc comment on se bat pour que ces canaux-là ne servent pas à diffuser des idées d'extrême droite, mais servent à conserver le pluralisme de la presse et à faire en sorte que l'ensemble des médias indépendants, par exemple, puissent avoir un débouché de diffusion un peu nouveau et un petit peu qui a un impact réel pour justement garantir la vitalité du débat démocratique et le bon fonctionnement de notre démocratie. Et ça, c'est une campagne à mener, c'est une mobilisation citoyenne pour qu'on retrouve la maîtrise de ces canaux de diffusion et que surtout, quand ils nous appartiennent et que c'est des biens publics. Merci Agnès. Il nous reste une dizaine de minutes. Je propose de prendre quelques questions si vous en avez. Alors, je vous ai déjà entendu tout à l'heure, mais bon, c'était... Ça serait bien de faire une femme, un homme, si on a... Alors, on n'a pas entendu et tous monsieur, les hommes donc baissent la main, du coup, désolé. C'était pas l'idée. Hein. Donc, Gilles, je milite dans un réseau associatif qui s'est justement regroupé. C'est le collectif des associations citoyennes où des réseaux associatifs se sont regroupés pour porter ensemble des combats politiques dans l'indépendance de chacun de nos réseaux. Et je me pose une question quand on parle de coopération, parce que là, ça tourne beaucoup sur les financements. Alors, il y aura peut-être des débats qui porteront sur d'autres questions, mais je prends l'exemple de journaux indépendants dont on a participé à la défense. Je pense aux organes de presse du plateau limousin, la Trousse Corésienne, Télé 1000 Vaches et ESPN, par exemple, qui ont été durement réprimés pour leur prise de position, et ça se traduit par des répressions financières qui les empêchent aujourd'hui d'éditer. Et je me demandais, alors peut-être qu'on aura une réponse en 2027 à ma question, hein, mais peut-être comment est-ce que la coopération permet aussi de défendre et d'agir, de sortir de l'invisibilité les répressions qui s'exercent à l'égard de médias indépendants. Tu veux répondre, Tatiana ? Oui, dans notre idée du syndicat, il y a de ça aussi, justement de mettre en avant des répressions qu'il peut y avoir comme ça. On l'a fait pour des médias assez régulièrement, que ce soit sur des procès Bayon, des choses comme ça, de mettre en avant. Alors maintenant, on a un site, donc on le met en avant sur notre site, on met en avant sur notre lettre, etc. Mais surtout que les médias, les autres médias soient au courant de ce qui se passe, parce que des fois il y a des médias indépendants locaux, etc., à qui il arrive des choses comme ça et qui sont tellement petits aussi que ça ne se sait pas. Donc il y a l'enjeu de le faire savoir aux autres médias, de le faire savoir aux syndicats aussi, parce qu'il y a aussi des syndicats de presse qui existent, et de le faire savoir publiquement aussi. Mais si vous voulez, pour vous répondre également, toutes les présidences de la République, Sarkozy compris,
on fait des choses en faveur de la presse. Sarkozy, c'est la reconnaissance du statut d'éditeur en ligne. Hollande, c'est la loi sur la TVA à taux super réduit. On a une présidence aujourd'hui, depuis 2017, qui méprise profondément la presse et qui n'a pas pris une seule mesure législative ou réglementaire permettant de faciliter l'exercice de notre métier et de faciliter la construction d'entreprises de presse. Donc là encore, je renvoie au pouvoir politique, parce qu'on vit quotidiennement dans cet environnement, qui est quand même un environnement qui est totalement conservateur, qui est totalement ignorant. Et puisque Daniel parlait des diverses forces de gauche, des forces partidaires, moi je suis désolé, mais il faut quand même bien reconnaître que l'ensemble des formations politiques de gauche aujourd'hui se foutent comme de l'an 40 des questions de la presse indépendante. On voit régulièrement des parlementaires, on voit régulièrement des députés ou des sénateurs, c'est le dernier de leurs soucis. Quand vous entendez depuis 2 jours que Bolloré est sur le point de racheter le Parisien, est-ce que vous avez une réaction politique quelconque? Donc je pense que la presse indépendante, d'abord parce qu'elle est indépendante, ne doit pas et ne peut pas compter sur les forces, je parle des partis. La seule chose sur laquelle on peut compter et ce qu'on essaye de construire au jour le jour, ce sont nos publics différents, ce sont nos lectrices et nos lecteurs. C'est notre seule boussole, c'est notre seul juge de paix. On n'attend rien, enfin on attend. Là, j'engage le FPL, mais je sais que j'engage aussi quelques autres médias. On n'attend rien de forces politiques qui nous ignorent, ne s'y intéressent pas et regardent passer les trains avec une passivité qui est simplement incompréhensible. Ouais, là-dessus, il y a 2 ans, je crois aux dernières élections présidentielles, les programmes des candidats sur la question de l'indépendance des médias, il n'y avait rien. Je crois qu'il y avait quelques éléments dans les programmes LFI, mais vraiment, c'était, il n'y avait rien du tout. On a dit un homme, une femme, alors je prends une question juste derrière vous et je reviens vers vous. Oui, bonjour. Alors, pardon, parce qu'on est arrivé en cours, peut-être vous l'avez déjà évoqué, mais là, on a entendu parler beaucoup de presse en ligne, de presse papier, et en fait, ma question porte sur l'information sur le mode radio, parce que quand même la question de la fracture numérique se pose, parce que, enfin bon, c'est pas la même réalité économique. C'est pas forcément non plus le même accès en termes, je sais pas, générationnels ou bref. Il me semble que c'est un média qui est important. Et oui, on sait qu'il y a des petites initiatives locales qui sont assez fragiles et pas forcément très denses en termes informationnels. Voilà, est-ce que de votre côté, il y a eu aussi une réflexion sur ce type de médias? La radio, personne s'y colle. Bon, je m'y colle. J'y vais. Là où je vous donne totalement raison, c'est qu'un des lieux où l'absence de pluralisme est la plus criante, c'est les matinales radio. Moi, j'ai arrêté d'écouter les matinales radio. Maintenant, j'écoute de la musique le matin parce que j'en pouvais plus de passer de France Inter à RTL et même à France Culture. Enfin, je veux dire, de surfer désespérément de station de radio en station de radio et d'y entendre toujours la même chose, toujours la même hiérarchie de l'information, toujours les mêmes invités, et toujours la même musique. Alors, à un moment, j'avais rêvé que plusieurs médias en ligne se mettent ensemble pour construire ensemble une matinale radio coopérative, collaborative, chacun se chargeant. Mais oui, non, mais d'accord. Alors, cela dit, ça se heurte à un problème qui est le problème des récepteurs. C'est-à-dire que les médias en ligne, ils sont reçus sur des PC ou sur des Mac ou sur des smartphones. Et c'est pas les moniteurs les plus pratiques, si vous voulez, à un usage matinal qui est à base de cuillères, de tasses de café, de brosses à dents, de douche.
et autres compagnons quotidiens de nos matins. Donc on a un vrai problème de récepteurs là. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que le lieu qui aujourd'hui a peut-être le plus besoin de pluralisme, c'est l'espace des matinales radio, qui exerce une influence considérable sur la journée qui va suivre, qui donne le ton et où tout se ressemble. Pour rapporter un élément aussi, c'est que les radios, elles n'ont pas beaucoup renouvelé leur modèle en fait depuis pas mal d'années. Elles butent sur une question économique. C'est qu'elles n'arrivent pas à dépendre de leur audience. Les médias web, les médias papier, les médias indépendants que vous pouvez voir aujourd'hui, comme l'a dit François, leur boussole c'est le public, mais leur revenu c'est le public. Un des critères de l'indépendance, c'est ça aussi, c'est un peu la marotte de Julia Cagé, qui est une économiste des médias, c'est de dire il faut que les personnes qui consomment les médias soient les mêmes que ceux qui les financent. Sinon ça ne marche pas. Donc dans les radios, il y a les radios de service public, ou les radios associatives qui souvent, effectivement, vivent de bouts de ficelle. Parce que le modèle, c'est la pub. Et on n'en a pas trouvé d'autres. Il n'y a pas de radio qui peut le fonctionner par des campagnes de dons ou par de l'abonnement. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Elles n'ont pas résolu ce problème-là. Et j'ai l'impression l'état de la radio aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 20 ans. Alors que l'état de la presse web ou même papier, ça a complètement changé. Tu voulais dire un truc aussi ? Je peux donner un exemple de coopération qu'on fait entre différents médias. Donc nous on fait ça, les radios, il y en a beaucoup, des indépendantes locales, un peu partout en France. On a une personne au syndicat de la presse pas pareil qui fait une émission de radio qui parle des médias indépendants et donc il connaît toutes les radios locales. Pendant tous ses trajets en France, lui il passe de radio locale à radio locale en connaissant toutes les chaînes. Donc il y en a beaucoup et elles sont dans une précarité c'est encore plus grande quoi. La précarité des radios, comme tu disais, le financement c'est une question vraiment compliquée. On a fait une un partenariat avec la Clé des Ondes, donc qui est une radio indépendante vers Bordeaux. Avec donc nous la revue Silence où je travaille, donc qui est une revue papier, où des bénévoles de la revue Silence font de la lecture de chroniques, d'articles de la revue pour qu'elles soient diffusées sur la radio. Et nous on met ça sur notre site pour les personnes qui ne voient plus bien et qui veulent continuer à lire Silence alors qu'elles ont des pertes de vision, voilà, qu'elles voient moins bien qu'avant. Donc il y a des choses qui sont possibles, il y a des partenariats qui se font et ça apporte aussi de la force et des choses entre les médias indépendants. Oui, merci, oui. Moi, je veux essayer de rebondir sur ce qu'a dit la personne là, qui parlait de la TNT. Et c'est vrai que je suis abonné à plusieurs de ces médias et Mediapart, là je suis un peu déçu. Il ne faut pas laisser la TNT. La TNT, c'est des fréquences. C'est un bien commun et je pense que militants associatifs et militants syndicaux, vous nous demandez souvent de travailler avec les autres pour porter des projets communs. Moi, j'ai un cri du cœur que lorsqu'on est militant syndical et associatif, on a besoin d'une force de frappe. Alors moi, je vous conjure, tous les médias, soyez capables de porter un projet commun et indépendant et pluraliste pour vous attaquer au monopole de la TNT. Mais monsieur, je me suis mal fait comprendre. Je ne suis pas contre la TNT. Je disais qu'il y a d'abord un préalable qui est un préalable politique. Je pense que les chaînes TNT, les chaînes d'infos sur la TNT, qui sont des fréquences publiques, comme le disait Agnès, qui sont accessibles partout et par tout le monde, doivent être des chaînes d'information et non d'opinion. Et je ne parle même pas de propagande et de désinformation comme CNews, qui est une chaîne qui devrait être interdite, comme j'ai tenté de l'expliquer rapidement. Ensuite, on se heurte à une question très simple. Le budget d'une chaîne TNT, il faut commencer par mettre 30 millions d'euros sur la table. Personne ne les a. Personne ne les a. Et il n'y a aucun investisseur aujourd'hui intéressé par l'enjeu du pluralisme de l'information et de l'indépendance du journalisme. Et ça renvoie également
à ce qu'est la faiblesse de la gauche dans ce pays aujourd'hui. Si vous voulez, il y a 40 ans, il y avait des Jean Ribou. Il y avait toute une série de personnages comme ça qui pouvaient être de gros financiers de journaux, comme par exemple Libération a été financé par toute une série de grands hommes d'affaires dans les années 80, qui étaient de gauche, qui étaient dans l'économie sociale et solidaire. Bon, aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de mettre 30 millions d'euros sur la table. Et ce n'est pas nous, médias indépendants, qui allons le faire. Et ce n'est pas le FPL avec... On est très content, on a pu distribuer cette année 300 000 euros de dons, de les redistribuer aux médias indépendants. Mais vous voyez, entre 300 000 et 30 millions, il y a un petit écart, quoi. Voilà. Donc, cette question de la TNT, c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle renvoie, si vous voulez, au désintérêt, je dirais presque d'une gauche culturelle vis-à-vis de ça, et qui serait capable de mobiliser des sommes importantes pour construire un vrai projet de journalisme indépendant. Seulement, nous avons tous connu dans nos carrières professionnelles que la gauche partidaire est souvent fâchée avec l'indépendance du journalisme. Hein, ça va, quand ils sont dans l'opposition, c'est toujours moins bien quand ils sont au pouvoir. C'est la règle du jeu. Nous, on fait avec, hein, on vit très bien avec ça. Mais voilà l'état des lieux. Je crois qu'il est l'heure hein, de boucler. Comment? Ouais, voilà. Vous êtes nombreuses, on ne peut pas prendre toutes les questions, mais on va tous traîner par ici, probablement près du bar ou près de nos stands. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver, à venir discuter, on est là pour ça. Merci beaucoup.